Alors ma spécialité à moi, c'est la glyptique, c'est-à-dire l'art des pierres gravées en creux, c'est-à-dire les intailles, pierres gravées en relief, les camées. Voilà. Et j'ai une deuxième spécialité, les bagues antiques, les bagues anciennes, les bagues médiévales. Alors j'ai fait une galerie ici, rue Saint-Honoré, au 177, parce que c'est un emplacement central et où je suis au cœur de l'art et justement de la glyptique, puisque je suis entre le musée du Louvre, qui a les plus belles collections de glyptique, et le cabinet des médailles de la Bibliothèque nationale, rue de Richelieu, donc vraiment le cœur des collections de glyptique nationales françaises. Alors la spécialité des camées et des intailles m'attirait parce que j'étais tout petit, je collectionnais les pièces de monnaie. Alors les pièces de monnaie, je trouvais que c'était très émouvant, des petites sculptures. Et dans mon pays, dans ma région, dans le centre de la France, on trouvait beaucoup de vestiges gallo-romains. Bon. Et au milieu des pièces de monnaie, on trouvait des intailles. Alors les intailles m'ont paru mystérieuses, parce que les pièces de monnaie étaient standardisées et puis étaient extrêmement connues, répertoriées, cataloguées, etc. Alors que l'intaille, c'était un objet, un ovni. Voilà. Donc cet objet me paraissait mystérieux, parlant, unique. Donc je suis passé des pièces de monnaie aux intailles. Et comme mon père avait une collection de sculptures, puisque mon père était collectionneur de sculptures médiévales, je suis passé des intailles au camée, parce que le camée, c'est la sculpture. Mais c'est une petite sculpture, une sculpture qu'on peut tenir dans le creux de la main, une sculpture qu'on peut envelopper du regard dans sa globalité. Et en quelque sorte, j'ai voulu me constituer un petit musée de poche à travers le camée. En plus de ça, avec le camée et l'intaille, vous avez des petits artefacts où on a un double plaisir, à la fois le plaisir de l'art, de la beauté, en même temps, on a le plaisir de la culture. Parce qu'on ne peut pas apprécier un camée ou une intaille sans un minimum de culture. Une culture humaniste, si vous voulez. Moi, je l'ai acquise. On ne l'a pas innée, hein, je l'ai acquise à travers mes études, puisque j'ai fait des études à l'école des Chartes. Donc, j'ai eu tout de suite le goût de la culture antique, de la culture humaniste, de la culture Renaissance. Et je trouvais que c'est dans ces pierres qu'on trouvait le plus de culture parmi tous les bijoux, si vous voulez. J'aime le bijou. Ma mère collectionnait les bijoux Renaissance. Mais à travers les bijoux Renaissance, on aborde la culture de la Renaissance, mais par la parure. Alors qu'à travers le camée et l'intaille, on l'aborde, mais par la culture. Donc il y a à la fois la beauté de la matière, puisque ce sont toujours des matières précieuses, des agates, des marbres, des jaspes, du corail. Et en même temps, par le sujet, par la figure, l'allégorie, on rentre dans le monde antique. Si on veut comprendre le sujet de l'intaille, que ce soit un portrait mythologique, ou un portrait de l'histoire romaine, ou un épisode de la Bible, ou un épisode mythique, on est obligé de rentrer dans la culture d'une civilisation. Et finalement, quand on étudie le camée, l'intaille, c'est une forme d'esthétisation de la vie qui était considérée déjà comme telle à l'époque. C'est-à-dire déjà à l'époque, un homme qui portait un camée, à la fois s'en servait comme marque, ou une intaille s'en servait comme marque d'identification, puisqu'on s'en servait pour sceller. Donc il y avait un côté fonctionnel, usuel. Mais en même temps, il s'en servait, surtout du camée, qui lui n'a pas de fonctionnalité, pour montrer sa culture et montrer qu'il était au fait de ce qui se faisait le mieux. Ce qui me fascine dans les camées et les intailles, c'est que ce sont des objets d'art qui ont vécu dans l'intimité de leur possesseur. Parce que vous avez des objets d'art qui étaient des objets essentiellement de décoration, d'apparat. Des grandes statues, même des grandes toiles, c'était des choses d'apparat dont on profitait, les possesseurs profitaient de la beauté, etc. Mais c'était des choses avant tout faites pour l'apparat. Le camée, l'intaille étaient des choses pour le plaisir intime. C'était des choses extrêmement raffinées, puisque le raffinement, c'est de mêler la beauté à la culture. Donc c'était vraiment des choses raffinées, et qui étaient très personnelles, très intimes. Et ces camées sont habités par un vécu. Et c'est ce vécu qui nourrit l'imagination des amateurs de nos jours. Si vous voulez, se remettre dans la peau de Crozat, se remettre dans la peau de Rubens, parce que je parlais de Rubens, il est étonnant de penser que Rubens a dit que la chose qui le réjouissait le plus au monde, c'était les gemmes. De nos jours, avoir des pièces comme ça, c'est continuer la passion de ces hommes-là, c'est se mettre dans la peau de ces hommes-là.
C'est continuer une tradition de raffinement, de beauté, d'éclectisme, puisqu'il faut être éclectique pour aimer les camées. Il faut s'intéresser à la numismatique, s'intéresser à la sculpture, s'intéresser à la mythologie. Il faut être un humaniste, pratiquement. Alors si vous voulez aborder maintenant le problème de trouver ces pièces, ces pièces ne se trouvent pas dans la nature. Il faut bien se rendre compte que les belles pièces, les pièces rares, se trouvent dans des collections. Il y a des gens comme le professeur Henri Lavagne, qui est un professeur hautes études, qui connaît très très bien, qui a fait de nombreuses études sur les camées. Vous avez Michel Duchamp, qui est un monsieur charmant, qui a fait beaucoup d'études sur les camées, qui est un de mes clients. Et puis vous avez aussi d'autres marchands qui sont de grands collectionneurs, parce qu'on ne peut pas faire simplement commerce de camées ou d'intailles. C'est pas possible. Si on n'a pas la passion derrière, on ne peut pas vivre les pièces, on ne peut pas les vendre. On ne peut pas les acheter, d'abord parce qu'on n'arrive pas à les approcher. Si vous ne les aimez pas, vous ne les approchez pas. Et vous ne pouvez pas les vendre non plus. Parce que pour les vendre, il faut être capable de les expliquer, de les faire vivre, de leur rendre toute leur charge historique, leur charge émotionnelle. Vous avez des grands marchands qui font des camées, des bagues. Vous avez des antiquaires comme M. Guillet Drière, c'est un grand marchand, a fait des dons de bijoux, de bagues au musée du Louvre. Donc ces bijoux-là rentrent dans des collections publiques, vous ne les trouvez plus. Voilà. À partir de ce moment-là, les objets sont de plus en plus rares, ne se renouvellent pas, bien évidemment, ce sont des pièces anciennes, uniques, donc on ne les renouvelle pas, donc évidemment les prix montent. Et comme on raisonne en termes de passion, on n'est pas dans la raison. Les gens qui achètent les camées, c'est des gens qui sont des passionnés. Donc la crise n'a aucun impact sur eux. Alors justement, un collectionneur qui veut une pièce, s'il n'a pas les moyens, si c'est la crise économique, eh bien il va céder 2-3 autres pièces. Et moi je vais faire mon miel avec les pièces qu'il va céder pour avoir une autre. Et puis voilà. Et comme ça les pièces circulent. On est dans un monde hors du temps. Ça fait 5 siècles qu'on a des passionnés de camées. On a traversé les guerres, on a traversé les révolutions, on a traversé les épidémies, tout ce que vous voulez. Et il y a toujours eu des collectionneurs de camées, et ils se sont toujours ruinés pour les camées. Alors je ne veux pas ruiner mes clients, mais on s'est toujours ruiné pour les camées. Et on compense actuellement la raréfaction donc, de ces pièces, puisque comme je vous dis, elles se perdent, elles rentrent dans des collections privées, etc. On compense ça par le fait que ces pièces, actuellement, rentrent dans le marché par le biais d'Internet. C'est-à-dire depuis qu'il y a des sites internet, depuis qu'on a des sites bien comme Around Finding, où on permet de trouver les marchands, eh bien les collectionneurs trouvent les marchands. Les pièces dormantes, c'est celles-ci qu'il faut réveiller. C'est des gens qui se disent, en voyant, ils ont un camé, eh bien ils vont taper un mot-clé, ils vont taper camé, ils vont taper camé romain ou taille romaine, etc. Et ils vont tomber sur ma galerie ou d'autres, ils vont tomber sur Art Finding et ils vont trouver ma galerie et ils vont se dire, bah tiens, je vais lui demander. Et je reçois des demandes, des photos, des gens qui me disent, ah j'ai ça, qu'est-ce que c'est, est-ce que vous pouvez m'en dire plus, la valeur, l'époque. Et des pièces dormantes se réveillent. Et on alimente actuellement le marché avec ces pièces dormantes. Et donc moi je suis très optimiste pour l'avenir parce que on a une crise. Bon, elle va durer 1 an, 2 ans. Mais le temps de réveiller toutes les pièces dormantes grâce à Internet, on en a pour 10 ans à réveiller ces pièces-là. Non, mais les gens qui sont pauvres actuellement seront peut-être riches dans 10 ans et la culture se fera parce que tous les enrichis veulent légitimer leur richesse. Donc ils veulent une culture. Voilà. Et donc tant qu'il y aura des collections privées, parce que les collections privées, c'est ce qui alimente le marché. Tant qu'il y aura des collections publiques, c'est ce qui donne le goût aux gens de faire des collections privées. Et des collections publiques, il y en aura toujours. Eh bien, il n'y aura aucun problème pour le camé l'intaille. C'est peut-être pas le cas de toutes les spécialités antiques, de l'Antiquité, mais pour le camé l'intaille, il n'y aura jamais de problème. Pas plus que pour la bague, pas plus que pour certaines autres objets de raffinement comme ça.